Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci au MEDEF de m'inviter à faire la conclusion de cette journée si utile et si passionnante. Je dirais pour commencer, waouh, ça a l'air compliqué. Hein. Il y en a du jargon là-dedans, il y en a des tas de mots qu'on ne connaît pas. Et en plus de ça, quand on se met dans la peau d'un chef d'entreprise, et je l'ai été pendant 15 ans, c'est encore une préoccupation de plus qui vous empêchera de dormir encore un peu moins, quoi, le week-end, la nuit, tout ça, enfin bon. Donc c'est complètement infernal. Alors je voudrais conclure en fait sous forme de 3 points. Premièrement, sous forme d'un étonnement. Deuxièmement, sous forme d'un cadre d'action pour vous, pour le court terme. Et puis troisièmement, sous la forme d'une mise en perspective, parce que la cyber d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Alors j'ai appelé ma petite conclusion, la cyber-résilience, c'est maintenant. Bon. Alors voilà, ça c'est le présent. En 2018, 2 études ont été réalisées, l'une par Cisco, l'autre par l'université de Plymouth, en Grande-Bretagne. Très intéressantes toutes les deux, et quand on les met en parallèle, elles sont finalement effrayantes. La première montre que 30% seulement des entreprises qui ont un comité de direction, donc énormément d'entreprises, ont parmi les membres du comité de direction une personne en charge de la cyber. Et même, dans l'informatique et les télécommunications, seulement une entreprise sur 2. Il y a encore du chemin à faire, quoi. Et l'autre étude, celle de Cisco, je n'ai pas le moyen de vérifier ces chiffres, bien évidemment, mais ils sont frappants, montre que parmi les entreprises qu'ils ont interrogées, 50% des alertes de cybersécurité ne sont pas l'objet d'une remédiation. Alors, imaginez qu'on donne aux joueurs du loto, du tiercé ou de tout autre jeu de hasard une chance sur 2 de gagner. Alors, on a déjà des problèmes pour trouver des gens pour les embaucher. Là, il n'y en aurait plus un seul, ils joueraient tous et ils feraient fortune. Donc, c'est formidable d'ouvrir la porte à ce point à l'attaquant. Donc, non seulement on ne s'intéresse pas beaucoup à la cyber au niveau du comité de direction, mais en plus de ça, on ne remédie pas, on ne traite pas les alertes de cyber. Donc ça, c'est l'état de l'art, et cet état de l'art nous montre la taille, la longueur du chemin qu'il nous faut encore parcourir pour être plus sécurisé et donc plus sûr. Alors, il faut agir évidemment dans le court terme. On ne va pas attendre l'éternité que la cybermenace disparaisse d'elle-même, ça n'arrivera pas. Et d'ailleurs, nous faisons tout pour qu'elle ne disparaisse pas. Imaginez que, par exemple, le futur système de contrôle du trafic aérien européen va être complètement sur Internet. Tout le monde va être connecté à tout le monde. Alors évidemment, les spécialistes du contrôle du trafic aérien disent oh, « c'est formidable, ça va ouvrir de nouvelles portes, plein de portes, beaucoup plus de portes aux attaquants, et alors les chemins d'attaque vont se multiplier de façon exponentielle, c'est génial pour les attaquants. » Mais on le fait quand même, parce que ça va permettre de densifier le ciel par un facteur 10, c'est génial. Il faudrait quand même se poser la question de l'écologie de la chose, in fine, c'est un autre débat. Alors, que faire dans le court terme? Alors, on a entendu beaucoup de propositions tout à fait intéressantes, assurance, signalement, des mesures de court terme. Oui, il y a des mesures de court terme à prendre, et il y a en fait 7 axes selon lesquels vous pouvez agir. Le premier, c'est la gouvernance. Il faut avoir une stratégie pour lutter contre la cybermenace. Si vous n'en avez pas, commencez par là. Et puis ensuite, la cyber-résilience, c'est quoi? Entre nous, ne tombons pas dans les querelles de vocabulaire. Hein. Pendant 5 minutes, on les exclut complètement. Je vous donne une définition. Je suis sûr qu'il y a parmi vous 90% de gens qui sont prêts à me sauter à la gorge parce que j'aurais dit une chose qu'il ne faut pas dire. Alors, cyber-résilience égale cybersécurité plus cyberdéfense. Sympathique, simple, on comprend tout de suite. Cybersécurité, j'empêche les attaques d'arriver. Cyberdéfense, quand elles arrivent, je réponds et je surmonte. Pas trop difficile.
Cybersécurité, il y a 3 mécanismes, donc 3 lignes d'action et de progrès pour vous. La première, il faut analyser vos risques. C'est ce que j'ai appelé prévision, parce que j'ai fait P3, R3, c'était sympa, vous savez, D2, R2, je trouvais que c'était amusant. Le premier P, la prévision, vous faites des analyses de risque, vous identifiez des scénarios qui potentiellement risquent de faire mal à votre entreprise. Il faut quand même s'en préoccuper, il faut le savoir. Si vous identifiez des scénarios qui ne font pas du bien à votre entreprise, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut peut-être essayer de réduire cette menace à sa source. Est-ce que c'est possible? Alors, par exemple, on construit le futur système de trafic, de contrôle du trafic aérien européen, tout sur Internet. Est-ce qu'on peut éviter la menace cyber? Non, c'est fini, puisqu'on a pris la décision, de toute façon, on a la menace. Donc cette menace est irréductible. Si la cybermenace est irréductible, le 3e P, la protection, est absolument fondamentale. Donc il faut mettre en place tous les gros mots de la cyber, firewall, DMZ. Vous voulez que je vous en dise d'autres? Non, ça suffit comme ça. Et là, on pourrait, dans un monde idéal, mais imaginaire, se dire, on a tout fait pour se protéger de la menace cyber, donc il n'y aura jamais de cyberattaque. Erreur. L'attaquant est très intelligent, il est très smart. C'est un stratège, c'est un tacticien, il a des moyens, il a beaucoup d'argent. Donc il va chercher, parce qu'il a des bonnes raisons de le faire, les moyens de contourner vos protections, vos dispositifs de cybersécurité, et il parviendra toujours à ses fins. Donc il faut être capable de détecter, de reconnaître la forme des cyberattaques, les signes d'une cyberattaque, pour alerter ensuite un mécanisme de réponse qui va résoudre la chose, et ensuite rebondir en apprenant de l'expérience et en améliorant ce qui n'allait pas très bien la première fois. Alors vous voyez, si vous avez un budget cyber à définir pour l'année prochaine et que ce n'est pas encore fait, vous avez 7 cases sur le tapis vert, elles sont là. Vous mettez l'argent intelligemment sur les 7 cases en fonction des gaps, des faiblesses, de ce que vous n'avez pas fait et que vous auriez pu faire. Et songez qu'il y a aussi, comme disent les Anglais, des quick wins, des choses faciles à faire et qui rapportent tout de suite. Il faut commencer par là, c'est de bon sens. Inutile de commencer par le plus compliqué, commencer par le plus simple. Alors, on a là, vous voyez, une espèce de cadre très simple. Il y en a d'autres, mais je ne vais pas me lancer dans l'exégèse de tous ces cadres concurrents. Et vous avez là un cadre pour organiser votre stratégie d'action. C'est très facile, 7 cases. Bon, alors on pourrait dire, voilà, on a tout dit de la cyber. Non, il faut penser aussi à l'avenir. L'avenir, c'est quoi? C'est l'industrie 4.0. Autrement dit, l'Internet des objets industriels. Une révolution dans l'organisation de la future industrie. Vous êtes parmi vous certainement de nombreux industriels ou sous-traitants d'industriels. Vous allez participer à ce grand bouleversement, s'il arrive un jour, si on arrive à vraiment le matérialiser, mais vous allez y participer. Ça va être très compliqué. Ça va reposer sur des réseaux 5G, des techniques coopératives, des machines qui vont causer à des machines, et peut-être même des machines autonomes. Les voitures autonomes, les drones autonomes qui vont livrer le courrier ou la pizza que vous aurez commandé à Dieu sait quel commerçant du coin. Le taxi drone autonome, celui que vous allez appeler depuis votre smartphone et qui va vous emmener place de la Concorde en 3 minutes via le ciel. Imaginez qu'une cyberattaque frappe votre taxi-drone. Pas sympa, ça. J'ai pas envie de prendre ce taxi-drone-là, moi. Eh bien, l'avenir est fait de 2 problématiques tout à fait inquiétantes et auxquelles il faut que nous, collectivement, nous nous attachions. Civils, militaires, spécialistes de la cyberdéfense, vendeurs de technologies, autorités gouvernementales, PME innovantes, tous ensemble. Complexité. Regardez de près, si ça vous intéresse et si vous avez vraiment une passion pour le sujet, les futurs réseaux 5G, comment ça va fonctionner. Ça va être très très compliqué. Très compliqué, même très complexe. Et regardez d'autre part la deuxième grosse problématique auquel nous allons faire face, l'autonomie. Autonomie et complexité signifient en court, en bref,
que l'opérateur humain ne sera plus capable, bientôt, de comprendre ce qui se passe dans des systèmes complexes très polymorphes, voire pas du tout connectés, dans lesquels se produiront des cyberattaques qui suivront des logiques stratégiques différentes de ce qu'on connaît aujourd'hui, où nos systèmes sont bien plan-plan, ils sont là depuis 15 ans en place, l'attaquant a eu 1000 ans pour les étudier, il les connaît mieux que vous. Là, dans le futur, ce sera très différent. Donc, il nous faut développer des technologies nouvelles pour adresser des problématiques comme celle-ci, et le tissu industriel français doit participer à l'élaboration de ces nouvelles technologies avec le tissu académique. Voilà, ça c'est une image du monde futur, ce sont nos villes futures. Ça fait froid dans le dos, c'est le Grand Paris du futur, ça. Et alors, oui, c'est une blague évidemment, et là c'est une technique que par exemple nous avons appelée dans le cadre de l'OTAN la cyberdéfense autonome. C'est très sympa, il y aura des petits agents logiciels qui travailleront comme des essaims d'abeilles, et ils iront détecter tout seuls dans les réseaux, sans nous, les cyberattaques, et ils répondront tout seuls, sans nous, et ils réduiront les cyberattaques à zéro, sans nous. Ça fait rêver, hein. On n'y est pas encore. Dans 15 ans, peut-être. Et encore. Donc il faut la développer, cette technologie. Et puis, le deuxième point sur lequel je veux attirer votre attention, c'est la certification cyber. Vous avez peut-être lu le Cyber Security Act européen de 2019. Dedans, il y a un chapitre dont, malheureusement, une partie de la responsabilité m'échoit, parce que je suis l'auteur de ce qui est dedans. Tout ce qui est IT va être certifié bientôt. Alors, posez-vous juste deux petites questions. La première, c'est combien de temps faut-il en moyenne pour certifier un objet pour sa cybersécurité? Réponse, je vous la donne tout de suite, c'est entre quelques semaines et quelques mois. Et combien y aura-t-il dans le futur monde hyper connecté d'objets à cyber-certifier? Des millions? Des milliards? Donc vous multipliez, disons, un mois par 1 milliard d'objets, ça fait 1 milliard de mois de travail pour certifier. Qui va faire ça? Toute la planète entière va s'y mettre, on retrousse nos manches, et on fait tous de la cyber-certification. Nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants certifieront encore ce boîtier dans quelques années. Merci. Merci Paul Théron, merci à tous pour votre attention, merci aux organisateurs de cet après-midi, Stéphane Grand, responsable des événements, Pauline Ficmont, Stéphane à la régie, Valérie, bien sûr merci aux intervenants, et effectivement vous l'avez vu, ce mois d'octobre c'est le mois de la cybersécurité. Je crois que vous avez compris qu'avec les thématiques esquissées, c'est pas seulement un mois qu'il va nous falloir, 2 mois, quelques mois, toute une vie. En tout cas, puisque vous êtes d'attaque, puisque vous êtes venus vous informer, je comprends que vous êtes d'attaque et donc on peut être rassuré. Merci beaucoup.